Débat. Voilà, donc dédié aux nouvelles mobilités, le défi des nouvelles mobilités. Donc, j'aurai la charge d'animer cette soirée en tant que président de la section régionale des alumni Auvergne-Rhône-Alpes, François Pelletier, donc. Et cette section est donc bien sûr à l'origine de cette rencontre ce soir. Les alumni Sciences Po, comme on le sait, sont très sensibles à toutes les questions de société. En juin dernier, nous avions organisé une rencontre, une visioconférence aussi précédemment sur les défis de l'agriculture et de l'agroalimentaire de demain, qui avait été d'ailleurs bien suivi aussi. Et ce soir, donc, on s'intéresse aux défis des nouvelles mobilités, car les systèmes de transport des personnes et des marchandises, on le sait, connaissent actuellement un renouvellement considérable du fait des nouvelles technologies, des innovations majeures. Et sur ce plan, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons de nombreuses compétences et savoir-faire qui sont développés, grâce notamment au pôle de compétitivité CARA, basé à Lyon, et au pôle Orbimob de Clermont-Auvergne. Alors ce soir, donc, avec nous, Marc Golk, le directeur général de CARA, et Patrick Oliva, le fondateur, responsable, animateur d'Orbimob. Ils pourront donc nous présenter leur structure et surtout les projets qu'ils impulsent fortement, et ils pourront dialoguer, bien sûr, avec vous tous, alumni. Nous avons aussi convié à cette rencontre donc, Alain Richner, qui est membre du bureau national de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports. La FNOT, qui est un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics en matière de mobilité. Et Alain Richner est animateur à la FNOT du réseau des mobilités urbaines. Voilà, on lui demandera tout à l'heure, bien sûr, dans le débat, de donner la perception de la FNOT aussi sur ces nouvelles mobilités. Bonsoir donc à tous, et je signale aux participants qu'ils pourront intervenir, bien sûr, après les interventions de Marc Golk et de Patrick Oliva, et qu'il y a toujours le chat donc, qui est disponible. N'ouvrez pas les micros pendant les interventions, mais vous avez le chat disponible qui est géré depuis la Savoie par notre camarade, donc Isabelle Delaunay. Donc, bonsoir d'abord, Monsieur Golk, directeur général de CARA. Je donne, avant de vous passer la parole, quelques points de repère donc, vous concernant, puisque vous êtes directeur général de CARA depuis 2016. Vous avez été auparavant responsable d'équipe, notamment du projet de recherche chez PSA Peugeot Citroën. Vous avez une formation initiale d'ingénieur en Allemagne, car vous êtes franco-allemand ou germano-français. Vous êtes ingénieur diplômé en mécanique de l'Université de technologie de Compiègne et vous avez aussi obtenu un doctorat en mécanique des fluides de l'Université d'Aix-Marseille. Voilà, donc votre itinéraire. Et maintenant, dites-nous, s'il vous plaît, si vous pouvez nous présenter CARA, ce qu'est CARA, et puis surtout, donc, l'apport très concret de CARA aux nouvelles mobilités. Merci pour cette introduction et merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager ma présentation. Dites-moi quand c'est opérationnel. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, je vais vous d'abord présenter CARA. CARA est une association loi 1901 qui a été créée en 2005. On est un reconnu pôle de compétitivité et cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les pôles de compétitivité ainsi que les clusters sont là pour animer des réseaux, de faire la mise en relation et solliciter des compétences au sein des acteurs. Nous avons en particulier la thématique qu'on porte, c'est la mobilité, transport de personnes et transport de marchandises. Alors, quelques repères pour vous dire qu'effectivement, le transport et la mobilité, c'est au cœur de la société. Il ne faut pas oublier que 98% des déplacements, donc l'essentiel se fait à moins de 80 km, souvent quand même avec des véhicules, des voitures, et que plus de la moitié de la population, encore aujourd'hui, habite dans des zones périurbaines, voire des petites villes, ou même les zones rurales. Donc, il est essentiel de aussi savoir connecter ces zones-là. Quelques chiffres clés. Hein. Troisième poste de dépense pour les Français, c'est la mobilité. La demande de mobilité, elle va encore doubler d'ici 2050.
C'est un bien essentiel pour le Français ou pour la population en général de pouvoir se déplacer. 32% des Français vivent une forte tension entre leur aspiration à la mobilité sociale et territoriale et une difficulté à s'affranchir de leur situation socio-économique. Donc là aussi, on voit bien que la mobilité, ça peut être source de tension et on l'a vécu il y a encore quelques années, particulièrement avec les gilets jaunes. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont effectivement dues au transport et ont un impact fort sur la santé. 54% des émissions d'oxyde d'azote proviennent des transports encore aujourd'hui. Donc, il y a des choses à faire pour réduire tout cet impact de pollution sur notre planète. Au sein de l'association, on va regarder la mobilité à travers des transitions majeures comme les transitions écologiques, énergétiques, digitales ou industrielles. Et on traite la mobilité avec une approche qu'on dit systémique. Donc, on va regarder aussi bien les usagers et le savoir autour de la mobilité que la prise en compte des besoins politiques et des territoires. Donc, beaucoup d'échanges avec des élus pour définir la mobilité. Bien entendu, la performance énergétique, la motorisation, l'allègement, l'aérodynamique, c'est des sujets qu'on regarde d'un point de vue technique. Et on regarde évidemment aussi le véhicule lui-même et ses composants. Et tout ça pour travailler sur une efficacité augmentée des mobilités. Donc, plus particulièrement sur Cara, donc, on travaille sur les solutions de mobilité des personnes et des marchandises afin d'accompagner ces transitions que je viens de mentionner. Et pour ça, on s'appuie sur 6 filières car le transport de marchandises avec des personnes devient de plus en plus complexe et passe par tous ces modes de transport. Donc, un des sujets particuliers qui est regardé, c'est l'intermodalité. Donc, les filières, c'est l'automobile. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a à peu près 70 000 emplois qui sont dans cette filière-là, plus de 1000 entreprises. Il y a les véhicules industriels, camions et bus avec Renault Trucks, Iveco comme entreprise bien connue, le ferroviaire, le transport fluvial, transport par câble et plus récemment, la mobilité active avec les vélos sont des filières portées par Cara. Et Cara, c'est un réseau parce que les projets ne se réalisent jamais seuls. Un réseau de 250 acteurs, vous voyez l'essentiel sur ce graphique, des grands groupes, des PME, des ETI, donc plus que la moitié des adhérents de Cara, c'est des entreprises de moyenne et petite taille. Mais on a aussi des universités, des institutions et des centres de recherche. Et le rôle de mon équipe, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui, c'est d'animer cet écosystème pour qu'il y ait des rencontres, des mises en relation, des collaborations et des projets en commun. Ça se traduit comment Cara, aujourd'hui, accompagne cet écosystème de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. On passe d'abord par 3 éléments ou 3 axes clés. C'est innover, donc très en amont, faire émerger des idées qui deviennent des projets collaboratifs sur lesquels on va chercher des partenariats, quand on va chercher des financements. Un projet innovant, on doit le tester au sein d'un territoire, d'une plateforme d'expérimentation. Ça, c'est l'axe démontré. C'est ce pilotage d'expérimentation grandeur nature. Développer, l'objectif, c'est d'amener l'innovation vers les marchés, chercher les clients, valoriser nos entreprises. Travailler sur la formation, un élément clé. Avec l'accélération du développement de la mobilité, la formation devient de plus en plus prégnant dans les réflexions des chefs d'entreprise. Et pour financer tout ça, on va aller chercher des financements en Europe, à la région, en France, un peu partout. Mais depuis 4 ans, on a développé particulièrement notre emprise sur les pays européens et la collaboration avec l'Union européenne. Et bien sûr, chercher des marchés à l'international avec nos adhérents.
Donc, je reviens maintenant sur la question qui m'a été posée en amont de cet événement. C'est est-ce qu'on parle d'une mobilité en forte révolution ou évolution? Je vous laisse juger, mais je cherchais parmi l'ensemble des projets qu'on accompagne aujourd'hui au sein de CARA sur les différents niveaux de maturité, je cherchais quelques-uns. Donc, je vais essayer de les balayer assez rapidement puisqu'il faut que je tienne mon timing de 15 minutes. Mais je voulais vous donner un peu de matière de réflexion pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de mon point de vue, autour de la mobilité? Quelles sont les innovations sur lesquelles on travaille et pourquoi? Alors déjà, on est fortement poussé par la réglementation. Je cite juste un exemple européen. Hein, il y a une volonté d'aller vers une neutralité climatique d'ici 2050. Et on a des étapes intermédiaires et d'ici 2030, c'est demain, hein, c'est 55% de moins de pollution qu'en 2010. Donc, il y a des révisions en cours sur la législation en termes de climat, énergie et transport. Et ça se traduit d'ores et déjà avec des exemples comme les zones à faible émission qui interdisent dans certaines villes déjà l'arrivée des motorisations polluantes. Donc, il va falloir trouver des alternatives pour faire rentrer les personnes qui veulent aller travailler, faire rentrer la marchandise qui est nécessaire pour vivre en ville. Et donc, il y a différentes initiatives. Par exemple, en bas à gauche, un projet qui s'appelle Sea Bubble. C'est le transport de personnes avec des mini-bateaux électriques hydrofoils. On parle beaucoup du train hydrogène et la région, elle a investi sur 3 trains hydrogène qui vont être mis en service bientôt en Auvergne. Mais il y a aussi des modes de transport électriques type véhicule autonome, comme on peut voir sur la photo en bas à droite. Ensuite, il y a un vrai mouvement autour de la mobilité active. Si j'avais fait cette présentation il y a 3 ans, je pense que je n'aurais pas parlé du vélo. Mais aujourd'hui, le vélo est devenu un vecteur de transport très, très important et on voit beaucoup d'innovations sur ces vélos-là. On parle de voitures-cycles, des vélos carénés. On a des vélos inclusifs pour offrir aux handicapés la possibilité aussi de se déplacer d'une manière différente. On parle aussi de vélos cargo. Et on a même des initiatives d'intégrer de nouvelles motorisations, de nouvelles énergies dans le vélo, typiquement ici avec cet exemple de vélo hydrogène. Et beaucoup de vélos sont maintenant équipés avec des batteries et des moteurs pédaliers notamment. Un autre sujet qu'on voit beaucoup arriver, c'est l'optimisation du véhicule. Donc là, j'ai choisi un exemple d'un projet qui a émergé au sein de CARA, avec des acteurs comme Renault Trucks, Michelin, IFP Énergie Nouvelle, autour de l'optimisation d'un camion. Optimisation pour réduire la consommation de ce véhicule-là. Donc, il y a différentes appendices qui ont été étudiés et développés, des auxiliaries qui ont été enlevées, de l'optimisation de pneus, etc. Ça, c'est une manière de réduire la consommation et ainsi aller vers la neutralité carbone du transport de marchandises. D'autres réflexions sont en cours. C'est l'exemple en haut à droite. Il y a des réflexions sur l'hydrogène, bien entendu, et quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus, qui n'est pas encore tout à fait à la maturité de marché de masse, mais il y a des réflexions intermédiaires. Et une des réflexions intermédiaires, c'est le moteur à combustion interne hydrogène. C'est l'injection de l'hydrogène à la place où on mélange avec des carburants plus classiques afin de réduire les émissions, et on les réduit fortement, notamment CO2 et des émissions NOx. Et ça a un vrai avantage de passer par ce type de motorisation parce qu'on peut encore aujourd'hui utiliser les lignes de fabrication de moteurs thermiques qui s'adaptent pour accueillir des pièces nouvelles pour que ça devienne un moteur à combustion hydrogène. On parle de rétrofit, on parle de GNV, gaz naturel véhicule, comme alternative
pour qu'on puisse satisfaire ce besoin de rentrer avec des véhicules de différentes tailles et surtout des véhicules lourds au centre-ville. Ici, quelques exemples de véhicules rétrofités. Rétrofit, ça veut dire qu'on prend un véhicule diesel, on lui enlève sa chaîne de traction, on équipe ce véhicule avec, la plupart du temps, avec un moteur électrique, par exemple sur les essuies des roues, avec des batteries ou un système de pile à combustible, afin de rendre le véhicule, en tout cas localement, plus propre. Donc les émissions qui sont émises localement sont fortement réduites et ça permet du coup de rentrer dans les zones à faible émission. Donc, au sein de nos projets, on voit des projets type balayeuse, GNV. Ici, on voit des camions adaptés pour utiliser finalement des véhicules d'occasion, mais rétrofités, donc plus propres pour des applications spécifiques comme le tracteur de parc. On voit aussi des engins spéciaux qui sont rétrofités. Peut-être une petite remarque. Le rétrofit, donc enlever un moteur équipé avec un nouveau système, ça devient intéressant dès lors que la valeur résiduelle d'un objet, d'un véhicule, est assez élevée. Sur une voiture classique, le rétrofit a très certainement moins d'impact et moins d'intérêt d'un point de vue économique. Un autre point, c'est l'optimisation des transports. Donc, aujourd'hui, on connaît tous cette volonté ou cet emboulement sur le e-commerce. Et le e-commerce, ça génère malgré tout quand même aussi des difficultés, hormis le fait qu'on a beaucoup plus de livraisons, mais on a aussi la difficulté de récupérer des fois les colis qui sont soit sauvagement jetés devant la porte ou qui sont déposés dans un point relais et c'est difficile de récupérer. Donc, on a déjà vu émerger des nouveautés comme cette consigne de Amazon. Il y a actuellement un projet en réflexion chez nous au sein du réseau qui va vers des consignes éphémères. L'objectif, c'est que la récupération d'un objet, d'un colis, soit possible 24 heures sur 24 à des zones bien définies. Ces consignes-là, ils peuvent être déposées sur un parking. Le client est prévenu par un texto ou un message pour savoir à quel endroit il peut récupérer son colis. Il a 24 heures. Pour le récupérer. L'avantage, c'est qu'on peut amener ces box à l'endroit où il y a un maximum de trafic ou un maximum de besoin de livraison de colis et on s'affranchit des horaires d'ouverture qu'on peut avoir dans des points relais. Donc, il y a une expérimentation qui va démarrer très prochainement à Lyon sur ce sujet. Bon, après, il y a la question aussi de l'électrification des véhicules. Donc, on a des projets divers et variables autour de la recharge. Donc, ici, je citais un exemple d'une entreprise qui s'appelle Gullplug, qui a développé un système qui permet de brancher automatiquement les véhicules afin qu'ils puissent se recharger, notamment la nuit ou pendant les horaires de travail. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions en ce moment, en particulier autour de la recharge de camions. La difficulté des camions aujourd'hui, c'est aujourd'hui sur les camions, si on veut les électrifier, on n'a pas la possibilité de le recharger en un court laps de temps. Idéalement, on cherche des solutions de bornes de recharge qui sont capables, comme pour une Tesla, en 30 minutes, atteindre 80% de charge. Mais vu la quantité de batterie qui est implantée sur un véhicule type camion, c'est pour l'instant, c'est pas possible. D'où ces réflexions de charger pendant le trajet les véhicules. Donc, c'est la recharge dynamique. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Hein. C'est pour l'instant un stade d'expérimentation et des premiers tracés commerciaux vont arriver l'année prochaine, je pense, notamment dans les pays nordiques, où on va soit des caténaires, des rails ou l'induction, comme on voit en haut à droite. Donc, c'est différentes pistes pour charger des véhicules lorsqu'ils sont en déplacement. Bon, après, on parle beaucoup aussi de la livraison dernier kilomètre. Donc, beaucoup de projets dans le monde sont actuellement actifs autour de comment je peux aider un livreur, un postier de faire son métier.
Et nous, on voit émerger de plus en plus de projets. Donc, très récemment, on a inauguré à Montpellier, la petite vidéo, un véhicule soutien au postier qui permet de transporter le courrier, donc plusieurs sacs de courrier, et qui va suivre ou qui va attendre le postier à l'endroit de sa livraison. Après, il y a aussi des véhicules autonomisés. Oui, d'ailleurs, je ne parle pas de véhicules autonomes parce qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'on y sera peut-être plutôt vers les années 2040. Aujourd'hui, les véhicules, ils sont plutôt plus en plus autonomes et avec plus en plus de délégations de conduite. C'est pour ça on parle plutôt de véhicules autonomisés qui vont, soit c'est des navettes autonomes sur des zones notamment peu desservies, des véhicules à la demande. On a des petites structures, des petits véhicules comme ici pour soutenir le transport de charges lourdes. Ce véhicule, par exemple, il reconnaît son propriétaire, il va le suivre là où il va. Donc, on peut imaginer que ça soit pour intervenir sur un chantier avec des outils lourds de travail qui sont portés par des véhicules autonomisés. Et pour aller plus loin, nous avons chez Cara, dans le réseau Cara, il y a maintenant 10 ans, imaginé la ville de Transpolis. C'est venu d'un besoin d'expérimenter toutes ces nouveautés dans un cadre protégé et contrôlé. Les résultats, c'est la création d'une ville sur 80 hectares sur laquelle on peut expérimenter en toute sécurité avec des contraintes maîtrisées des véhicules type navette, type véhicule équipement équipé avec des systèmes de sécurité particuliers. Et dans cette zone, qui d'ailleurs est en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la plaine de l'Ain, on va aller pouvoir reproduire le centre-ville avec des croisements, des ronds-points, l'autoroute, le périurbain. On peut tester des feux, des croisements, on peut tester des véhicules connectés entre eux, on peut tester plein de choses différentes avec des protocoles bien maîtrisés afin de évaluer une technologie avant qu'elle parte sur le marché. D'autres tests, d'autres pistes d'essai en Auvergne-Rhône-Alpes sont disponibles et existent. Pas loin de Clermont-Ferrand, il y a des pistes d'essai charades pour notamment tester les véhicules électrifiés. Il y a des pistes d'essai universitaires pour les véhicules autonomes. Pareil, à Clermont, on a des jolies pistes sur ce sujet-là. Bon, et je vais finir sur ce slide-là pour tenir mes 15 minutes. 2 exemples pour la transition industrielle. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les vidéos, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, on optimise aussi le travail, donc à gauche, de l'inventure qui peut être fait dans une usine. Donc ici, c'est un petit robot qui va scanner et répertorier l'ensemble du stock au sein d'une entreprise. Et l'exemple ici, c'est Renault Trucks, où c'est l'appareil, le drone, qui va scanner toutes les étiquettes et vérifier que le stock est bien comme il faut. Et à droite, on voit aussi dans les usines, là en particulier usines moteurs, on utilise de plus en plus des outils de vision 3D afin de soit maintenir, réparer ou contrôler les pièces en production et accompagner l'opérateur dans ses tâches du quotidien avec des indices spécifiques qui vont lui montrer où il faut trouver quelle pièce, quel outil utiliser pour réparer, ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Et c'était vraiment juste un petit extrait de tout ce qu'on fait chez Cara. Mais ma volonté, c'était d'animer un débat, vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui sur la mobilité. Et je me tiens bien entendu à votre disposition et je suis ravi s'il y a des questions et si je peux y répondre encore mieux. Merci beaucoup, Marc-Gall, c'est tout à fait passionnant. On va prendre des premières questions et puis d'autres réactions. Juste une petite chose, vous avez parlé de l'appui de Cara à la recherche et au développement des trains à hydrogène. Vous appuyez aussi, si je ne me trompe pas, la recherche et le développement des trains à batterie aussi. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes va en mettre en circulation. Oui, il y a effectivement, le changement des motorisations des trains, c'est un grand sujet. Il ne faut pas oublier qu'équiper de lignes qui ne sont pas électrifiées aujourd'hui avec des caténaires, ça a un coût extrêmement élevé. Donc, les engins
autonomes, on va dire, en énergie, sont très intéressants, en effet. Et au moment où la traction diesel va disparaître progressivement, évidemment, c'est tout à fait important. Voilà, mais encore merci. Je vais me tourner vers Alain Richner. J'aimerais bien, Alain Richner, que vous nous donniez pour les usagers des transports, puisque vous êtes donc représentant de la Fédération nationale des usagers de transport, la FNOT. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports rassemble sur le territoire français 170 associations qui sont regroupées dans des fédérations régionales. Et là, en dehors de cette couverture du territoire, elle a des réseaux thématiques sur les TGV, sur le fret, sur les TER et personnellement, je m'occupe de ce qui concerne la mobilité urbaine et aussi de plus en plus périurbaine. Alors, la fédération, eh bien, vous vous en doutez bien, elle est aussi association de consommateurs, donc elle retransmet les litiges où elle intervient, elle assiste certains usagers dans les litiges auprès des entreprises de transport. C'est un rôle parfois méconnu, y compris d'ailleurs auprès des compagnies aériennes, puisque la FNOT couvre tous les domaines du transport, un peu moins le fret, même si ça nous intéresse également, mais on a moins de compétences, j'allais dire, dans le fret. Mais nous couvrons, on a des associations qui couvrent la marche à pied, il ne faut jamais oublier la marche à pied, les vélos. Bon, on s'appuie beaucoup sur la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et bien sûr les utilisateurs des transports en commun et de la voiture particulière quand elle est nécessaire. Alors, Monsieur Richter, oui, comment voyez-vous alors ces nouvelles mobilités? Oui, alors la priorité des usagers, évidemment, c'est la fiabilité du service, hein, c'est la fréquence, la régularité, l'accessibilité aussi, l'accessibilité on a eu notre congrès qui s'est tenu à Annecy, c'est le week-end dernier, donc on a beaucoup insisté sur l'accessibilité de l'information et l'accessibilité aussi pour l'achat des titres de transport. Aussi, on a des thématiques qui concernent l'intermodalité. Alors, je vais très vite, hein, mais tout le monde comprend que lorsqu'on a fait une partie du parcours avec un mode, par exemple le chemin de fer, il faut que si on doit prendre un autocar derrière ou que dans les zones rurales, peut-être on fasse appel à un taxi conventionné ou à des VTC conventionnés, eh bien tout cela soit bien sûr coordonné dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de longue distance à parcourir, dans le temps, c'est-à-dire que les horaires correspondent, et bien sûr dans la tarification, hein, que les tarifs soient intégrés. Alors, quelques mots sur l'innovation. Bien entendu, les différents réseaux de la FNOT sont très attentifs aux innovations. Dans le passé, on a vu fleurir un certain nombre d'innovations, et je parle plus spécialement des transports urbains, là, notamment avec des véhicules guidés sur pneumatique. Et la FNOT avait alerté sur le fait qu'il y avait un mode qui était peu utilisé en France, enfin il était utilisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à Saint-Étienne, mais c'était la seule ville où il subsistait à l'époque, c'est le tramway. Donc la FNOT avait mis en garde sur les modes guidés sur pneumatique qui paraissaient une innovation à une époque sensationnelle parce qu'on allait faire moins cher que le tramway. Vous le savez, ces modes, à part celui de le transport de Clermont-Ferrand qui fonctionne encore, mais les autres, que ce soit à Nancy ou à Caen, ont été abandonnés pour d'autres modes. Donc, il faut, dans les innovations, bien être attentif à ce que ces modes soient éprouvés, testés et validés pour des trafics de masse. Donc, c'est ce qui est très important pour la FNOT. Et je dirais aussi, donc, on a bien sûr
soutenu le développement des tramways, puisque c'est un mode éprouvé, il répond à cette qualification, et que chez nos voisins, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, ils avaient toujours rendu d'éminents services. Donc, on a, vous le savez bien, retrouvé en France des investissements en matière de tramway. Je souligne aussi qu'il y a des modes qui méritent d'être requalifiés, modernisés, des modes classiques, comme le trolleybus. Alors, en région Auvergne-Rhône-Alpes, les villes de Lyon et Saint-Étienne utilisent des trolleybus. On a également Limoges qui en utilise dans la région Limousin, donc, enfin, Nouvelle-Aquitaine maintenant. Donc, ce mode-là qui rend d'éminents services et qui présente l'avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre dans son utilisation terminale, eh bien, mériterait d'être développé. Les associations de l'Île-de-France, par exemple, ont proposé que certains BHNS, c'est-à-dire des bus à haut niveau de service, soient convertis, j'allais dire, ou qu'on utilise cette technique qui peut être modernisée, bien sûr, ce n'est pas forcément le trolleybus d'il y a 30 ans, mais il y a des modernisations à introduire. Et puis, notre interlocuteur, notre conférencier l'a dit, il y a tout ce qui concerne les modes hybrides, et ça, c'est vrai que pour le ferroviaire, la FNOT marque son intérêt pour les systèmes hybrides, électriques, véhicules, rames électriques à batterie. Donc, les batteries pouvant se recharger au moment où la ligne est électrifiée. Donc, ça présente un intérêt certain. Dernier point aussi, il faut réfléchir en termes de système, et ce n'est pas la technique qui doit prévaloir, c'est bien les besoins à satisfaire, les trafics à assurer, et donc par exemple, sans exclure les trains légers, on en parle beaucoup aujourd'hui. Bon, il y a des exemples chez nos voisins, plus qu'en France, puisque la SNCF a toujours été réticente, malheureusement, sur ces systèmes de trains légers. Voilà ce que je peux dire, enfin, très, très brièvement et de façon très résumée pour ce qui concerne les positions de la FNOT, et je peux bien sûr répondre à toutes les questions qui pourraient être posées. Merci Alain Rechner, merci bien. Je me tourne vers Isabelle Delaunay si elle a des questions qui sont apparues sur le chat. Et puis sinon, on va solliciter un autre témoignage. François réagit. Alors, François à tout le monde. Oui, alors, est-ce que la solution n'est pas de pousser le rétrofit plutôt que de produire plus de voitures électriques? Alors, on va… Marc Golk, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat, comment j'analyse et comment je comprends les émissions qui sont attribuées à un véhicule. En effet, il y a des études qui montrent que si on prend toute la chaîne de fabrication, donc de la fabrication des composants jusqu'au recyclage, aujourd'hui, il y a quand même encore un doute sur les véhicules à combustion. Le problème aujourd'hui avec le rétrofit, il est évident qu'il est plus cher que, pour l'instant en tout cas, qu'un véhicule neuf. Par contre, dès lors qu'on ajoute du matériel, je prends les camions pompiers ou certains engins de chantier qui sont équipés avec des pièces ou un équipement assez cher, donc on a une valeur résiduelle qui est importante, le rétrofit devient intéressant. Aujourd'hui, c'est essentiellement une question de bilan économique qui fait que le rétrofit n'est pas encore la solution. Et j'ai essayé de souligner le fait que dans ma présentation, c'est les émissions locales qui sont réduites. C'est pas aujourd'hui dans son ensemble, et c'est pas forcément encore un impact très positif pour la planète de passer sur le tout électrique. Et je n'ai pas mentionné le débat autour de la source de l'électricité. Donc on peut lancer un grand débat là-dessus. Donc la question elle est juste, et il y a un travail à faire.
Très bien. Alors, on doit nous avoir rejoint un alumni, donc Léo Clavurier. Je ne sais pas s'il nous Ouais, entend. ouais, tout à fait. Oui. Bonsoir. Bonsoir Léo Clavurier. Alors, je souhaitais très rapidement, je vais vous demander d'être synthétique, mais votre témoignage, parce que c'est tout à fait intéressant. Vous êtes un jeune attaché de direction de la nouvelle société ferroviaire RAICOP, nouvel acteur du ferroviaire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et donc, l'ouverture à la concurrence est évidemment un facteur important aussi pour créer des nouvelles mobilités. Et donc, vous allez, la presse d'ailleurs s'en a fait pas mal l'écho, vous allez recréer des liaisons ferroviaires disparues que la SNCF a abandonnées. Donc, d'abord sur des rails classiques, bien sûr, mais bon, on peut imaginer que par la suite, d'ailleurs, vous soyez aussi acteur de nouvelles mobilités, de nouvelles technologies. Et donc, et je vais vous passer la parole parce que vous allez notamment rouvrir en juin prochain la liaison Lyon-Bordeaux qui a été abandonnée, qui n'est plus exploitée par la SNCF depuis 2014. Alors, comment vous faites? Et c'est un sacré challenge. Et il y a d'autres projets après derrière. Tout à fait, tout à fait. Bon, merci déjà de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Effectivement, donc nous, notre projet, c'est surtout de relancer des liaisons de train et non pas d'être en concurrence directe avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une complémentarité avec le réseau existant. Et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le Limousin, en Auvergne, on a un vrai déficit d'offres de transport public, ce qui bénéficie surtout à la route, donc la voiture individuelle, le covoiturage, les autocars dits Macron. Et on souhaite renverser cette tendance, effectivement, en relançant une ligne qui a existé par le passé, opérée par la SNCF et qui n'est plus aujourd'hui. Alors, comment on fait? En fait, c'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence nous permet effectivement d'être entreprise ferroviaire. On a d'ailleurs obtenu notre licence d'entreprise ferroviaire par le ministère des Transports il y a à peu près 2 semaines. On va simplement faire l'acquisition de trains d'occasion auprès de la SNCF sur le parc TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes, suite à une demande du Conseil régional, embaucher des conducteurs expérimentés, demander des sillons, c'est-à-dire des droits de passage à certains horaires à SNCF Réseau qui gère l'infrastructure. Et on va également ouvrir ouvrir et aménager des espaces en gare pour vendre nos billets. Donc voilà, tout ça se fait en fait en complémentarité toujours avec la SNCF, puisqu'on est en relation avec SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, SNCF Voyageurs qui nous vend les rames. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a une particularité quand même importante, c'est qu'on est une société coopérative. On a 9000 sociétaires aujourd'hui. La plupart sont des particuliers, des citoyens. On a aussi des personnes morales et surtout, on a une vingtaine de collectivités, donc essentiellement des collectivités de type commune ou intercommunalité qui sont situées pour la plupart sur la ligne Bordeaux-Lyon qu'on va rouvrir. Et donc, ça permet d'une certaine façon d'inclure des autorités publiques qui ne sont pas normalement incluses dans le champ de la mobilité, puisque elles n'ont pas nécessairement la compétence transport et encore moins transport ferroviaire quand il ne s'agit pas d'une région. Voilà. Bravo, beau challenge. Merci de cette contribution. Alors, on va passer la parole maintenant à Patrick Oliva et on va garder en réserve, Isabelle, les questions qui sont arrivées dans l'intervalle pour que Patrick Oliva ait le temps aussi, bien sûr, de présenter le pôle Auvergne-Clermont Orbimob, tout à fait intéressant aussi. Donc, on prendra ces autres questionnements tout à l'heure. Alors, je passe la parole donc à Patrick Oliva, qui est le fondateur et le responsable, je le rappelle, d'Orbimob, donc à Clermont et en Auvergne. Patrick Oliva, vous allez nous présenter Orbimob et ses objectifs. Mais auparavant, comme pour Marc Gold tout à l'heure, je donne quelques éléments sur votre itinéraire. Donc, vous avez fondé Orbimob en 2020. De 2015 à 2020, vous avez été cofondateur de PPMC, Paris Process on Mobility and Climate, excusez pour l'accent, qui a mis en place, je cite, un partenariat international d'acteurs non étatiques du transport en réponse à une sollicitation du secrétariat général des Nations Unies et des pouvoirs publics français. Vous participez aussi au programme des COP 21, je crois que vous êtes embarqué aussi pour le prochain à Glasgow. Par ailleurs, vous avez donc passé, last but not least, 21 ans chez Michelin.
21 ans chez Michelin comme directeur de la prospective et du développement, directeur de la communication aussi. Vous avez créé en 98 le challenge Bibendum, événement international dédié à la mobilité durable. Et enfin, vous avez une formation ESCPI Paris d'ingénieur chimiste et docteur aussi en sciences physiques de l'Université de Paris. Voilà, je pense que vous ne pas avoir oublié l'essentiel. Donc, Patrick Oliva, Orbibob, pourquoi on a envie de dire? Eh bien, merci beaucoup. Et je vais demander à Julie là, de lancer les slides que je lui ai passés. Voilà, c'est parfait. Hein. Le défi nouvelle mobilité, Orbimob, une ambition territoriale pour l'Auvergne, et j'ai bien spécifié 2020-2027. Puisque je crois qu'on peut remercier Marc de nous avoir présenté un tableau très complet, très exhaustif, enfin, pas tout à fait exhaustif d'ailleurs, mais très complet déjà, de beaucoup d'initiatives qui sont prises, à la fois techniques, à la fois organisationnelles, dans le champ de la logistique et puis dans le champ des mobilités personnelles. Alors, dans son tout premier slide, il y avait d'ailleurs une référence au fait qu'il disait que l'essentiel des problématiques à la mobilité était en fait sur le contexte urbain. Alors, c'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a tant d'études sur le contexte urbain et qu'il y en a, somme toute, assez peu sur le contexte territorial. Alors, si on peut passer sur le tout premier slide, hein, voilà, revenir là-dessus. Ce qui m'apparaît important, c'est de vouloir dire, ayant bien connu le contexte international, ayant également eu le plaisir de travailler sur le contexte national, donc en France, à travers les assises de la mobilité, puisque Mme Borne m'avait demandé de présider l'atelier des mobilités plus propres en France. Et donc j'ai essayé, voilà, j'ai eu l'occasion là de découvrir ce paysage et de me rendre compte que la difficulté du projet était d'arriver à mettre sur le sol des solutions et de faire cela dans un temps raisonnable. Parce qu'on nous parle beaucoup de 2040, 2050, d'avoir une économie très transformée, très décarbonée, etc. Déjà, décarboner complètement le transport en 2050, je n'y crois pas beaucoup. On aura fait énormément de progrès, mais on aura peut-être une décarbonation nette. Et d'ailleurs, il faudrait s'intéresser à la manière de capter, travailler, séquestrer, transformer ces émissions résiduelles. Mais ce qui intéresse quand même les citoyens, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 5-6 ans qui viennent. Et donc, le parti que j'ai pris, c'est de dire, connaissant à peu près la dynamique internationale et nationale, c'est bien sur un territoire qu'il faut commencer à traiter le problème. Et un territoire, ça se définit. Alors, moi, je le définis de manière suivante. C'est globalement 150 km autour d'une ville moyenne, hein, les villes françaises moyennes. Clermont, on est vraiment l'archétype. Et on a décidé de choisir le territoire Auvergne, donc les 4 départements de l'Auvergne, en se disant, eh bien, d'ici 2027, on a réélu pas mal de présidents de départements, on a réélu un président de région, toutes les organisations sont maintenant en place. Eh bien, le défi, c'est qu'à la fin de ces mandatures, et de la mandature également de la métropole de Clermont-Auvergne, on est assez fondamentalement transformer ce territoire. Voilà. Et l'objectif, c'est de se dire, avec tous les éléments de solution que nous connaissons aujourd'hui, comment peut-on mettre, je dirais, ensemble les acteurs institutionnels et la société civile, capitaliser d'ailleurs davantage que ce n'est fait aujourd'hui sur la société civile pour transformer véritablement les choses. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, sur le slide suivant, voilà, sur le slide suivant, mais qui n'apparaît pas très bien, bon, je ne sais pas pourquoi, j'avais posé la question, pourquoi les choses vont-elles si lentement en définitive, hein, dans le contexte de ce que moi, ça fait 40 ans que je m'intéresse à ces questions et je ne vois pas une évolution très rapide, même si, évidemment, comme vous, je suis un observateur attentif de ce qui se fait. Je dirais que globalement, j'identifie quand même 6 grandes difficultés. Par-delà toute la difficulté de relation entre les différents éléments du portefeuille administratif, enfin, etc., etc. Mais globalement, il y a une connaissance insuffisante du sujet, à la fois dans les populations et chez les décideurs. C'est un vrai sujet. La réflexion continue d'être en silo, c'est-à-dire qu'on est soit en logistique, soit en mobilité des personnes, soit sur le train, soit sur la route, soit sur les airs, etc. La multimodalité n'est pas du tout entrée encore véritablement dans les réflexions des décideurs. Je trouve que nous avons, et notamment en France, une série interminable de tests et de prototypes. C'est-à-dire que nous testons et retestons des tas de choses qui ont été développées déjà dans d'autres pays et nous avons une sorte de propension à dépenser beaucoup d'argent
sur ces tests qui restent des tests, sur les prototypes qui restent des prototypes, avec une volonté qui n'est pas suffisamment affirmée de vouloir développer tout ça. On a un petit manque d'intérêt pour les solutions hors France. Bon. Quand je regarde le débat en France sur les ZFE qui animent énormément de choses, mais enfin les ZFE, c'est quelque chose qui date de quasiment 20 ans. Les premiers ont été faits à Tokyo en 2003. Il y en a à peu près 450 dans le monde. Il y a une énorme expérience et on voit bien que ça a du mal à arriver. Quand je vois la Hollande qui, en 2025, aura dans toutes les villes, et bien dans toutes les villes, une zone zéro émission logistique urbaine, je vois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps et vraiment, je suis très étonné. Donc, il y a vraiment ce besoin d'aller mettre en application chez nous des solutions que nous avons d'ailleurs participé dont nous avons participé au test, etc., mais qui n'arrivent pas finalement à... Et puis, un des gros défis que j'observe chez beaucoup de décideurs, notamment au niveau des collectivités territoriales, c'est qu'on a l'anticipation de coûts exorbitants. Je vais prendre un exemple très simple, qui est celui de l'électrification des véhicules. Ça fait des années que je roule en électrique. Et je vous confierai que et actuellement, j'ai un hybride rechargeable, c'est intéressant d'ailleurs. Depuis des années, je n'ai jamais rechargé mon véhicule dans une station de recharge en dehors de mon domicile. C'est le cas de 95% aujourd'hui des utilisateurs de véhicules électriques. Parce qu'en règle générale, ce sont des utilisateurs qui vivent dans des maisons individuelles et qui font des trajets, comme la plupart des Français, qui sont relativement courts. Donc, il y a place pour développer déjà des marchés très importants, c'est l'ambition que l'on voudrait avoir, notamment aussi en Auvergne, sans avoir besoin d'infrastructures absolument faramineuses. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que l'ambition est souvent bloquée parce qu'on voit beaucoup de décideurs qui sont encore dans la pensée qu'il faut trouver la bonne solution. Et on sait très bien qu'il n'y en a pas et que la grande beauté de l'avenir qui nous a été présentée d'ailleurs par Marc, c'est qu'il va y avoir, contrairement au passé, le développement de beaucoup de solutions en parallèle. C'est ça qui est intéressant, mais c'est évidemment une complexité grande pour les investisseurs. C'est une grande chance pour les industriels parce qu'il y a beaucoup de voies qui vont conduire à des succès, mais c'est vrai que pour les investisseurs publics ou privés, notamment dans les infrastructures, etc., c'est une difficulté. Mais il faut la lever parce que l'avenir sera dans la multiplicité et qu'il faudra donc investir dans plusieurs villages. Voilà. Si on passe à la slide suivante, et je me permettais d'avoir ce rapport. C'est bizarre parce que les images sont mauvaises, alors qu'elles étaient très bonnes tout à l'heure quand on a fait le test. Bon, je rappelais simplement là-dedans que pourquoi faut-il transformer nos mobilités? Ça paraît une évidence parce qu'on évoque aujourd'hui toujours 2050 et le changement climatique. Oui, c'est vrai que ça a donné un cap, ça a donné une échéance et c'est très intéressant. Mais quand on regarde quand même ce dont on a besoin, c'est à la fois de s'assurer que les régions vont avoir conservé des emplois, que le principal problème, comme l'a dit Alain Richner, c'est quand même les problèmes de satisfaction des besoins des citoyens et donc d'accessibilité. Et la disparité d'accessibilité est quelque chose qui va grandissant en France. Bien sûr, le changement climatique, mais il y a aussi la pollution, la sécurité, l'aspiration à la santé, qui est absolument essentielle. On sait très bien qu'il y a une hypersédentarité aujourd'hui du fait de l'utilisation peut-être excessive de la voiture et peut-être parfois excessive des transports publics. C'est quand même beaucoup mieux. Mais il faudrait revenir un tout petit peu en avant. Et voilà, très bien. Voilà. Et donc, voilà ce que devait être l'image. Et puis, il y a bien sûr tout le contexte énergétique dont nous avons déjà un petit peu parlé, mais ce cadre énergétique qui non seulement est là pour traiter des changements climatiques, donc d'aller vers des énergies qui soient moins carbonées, mais également pour traiter les questions de géostratégie qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans la sécurité nationale. Et on voit bien aujourd'hui avec les fluctuations dans le prix du gaz, etc., ou de l'électricité. Il y a cette complexité et le coût logistique qui sont une dimension extrêmement importante. La logistique est quand même, et on en parle trop peu, le domaine qui se développe le plus dans le monde aujourd'hui, et c'est donc par celui-là qu'il faut vraiment essayer de trouver d'abord et avant tout des solutions, et elles sont tout à fait accessibles quand on sait qu'il y a quand même un déficit incroyable aujourd'hui à l'ère numérique de mutualisation de la logistique. C'est impressionnant. Et là, on a quand même des progrès tout à fait considérables à faire. Et puis, je n'oublie pas la notion du plaisir, parce que on voit souvent beaucoup de contraintes associées mais
n'oublions pas que le tourisme se fait par la mobilité, que les gens aiment leur voiture ou aiment leur tram sur pneus ou aiment ceci, cela, et que la notion de plaisir est fondamentale. Hein. Voilà. Donc, ne réduisons pas, je dirais, ce besoin uniquement à cette échéance du changement climatique, mais prenons bien toute cette rosace en compte. Sur le slide suivant, là, donc sur le slide suivant, pardon. J'ai simplement situé donc, le territoire sur lequel nous travaillons, hein, c'est celui qui est en bleu, bleu ciel au centre, où on voit des villes qui sont positionnées. On voit bien cette position relativement centrale sur le Massif central et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous l'avons choisi parce que finalement, là, c'est en termes géographiques et en termes de typologie, c'est une petite Slovénie, hein, l'Auvergne. Même géographiquement, ce n'est pas une petite Slovénie, mais c'est globalement la Slovénie, donc ça a un certain poids. Et donc, nous sommes dit, nous pouvons là avoir un territoire sur lequel nous pouvons tester beaucoup de choses et faire que les solutions que nous allons tester et mettre en œuvre, si possible, d'ici 2027, ce soient des solutions que nous puissions exporter. Donc, sur le slide suivant. Voilà. On s'est donné 10 objectifs dans le cas de et quand on dit nous, c'est non seulement moi-même qui étais l'instigateur de ce projet-là, mais c'est vraiment en travaillant avec la métropole, le Clermont-Auvergne, avec les responsables régionaux, avec le rectorat, avec l'université, avec les grandes entreprises comme Michelin, etc. Voilà, de façon à trouver un consensus. Et nous avons, en investigation, mis énormément l'accent sur le premier objectif, qui est celui de l'éducation, du monde académique et de la recherche, précisément pour combler ce déficit que je vous disais tout à l'heure, déficit de connaissance et de compréhension approfondie de l'ensemble des enjeux de la mobilité. La mobilité, c'est multidisciplinaire et souvent, on ne le regarde que sous un angle. J'insiste par exemple beaucoup sur la dimension fiscale. Il n'y aura jamais de transformation profonde de la mobilité s'il n'y a pas en même temps une refonte assez fondamentale de la fiscalité. C'est ce que les Suédois ont bien compris, mais c'est à peu près le seul pays qui l'a fait. Donc, d'abord et avant tout, un accent mis sur l'académique, le développement de nouveaux diplômes, faire que tous les étudiants de l'université aient des unités d'enseignement qui portent sur les mobilités durables de demain, que nous développions la formation continue auprès des entreprises du territoire et que nous développions également l'accès des populations classiques à cette information vraie, multidimensionnelle, qui leur permettra d'être des acteurs beaucoup plus actifs du. Alors, on a un programme spécifique sur Clermont, faire en sorte que l'on réconcilie toutes ces approches qui sont aujourd'hui développées dans les villes, la ZFE, le passage aux 30 km/h, la zone de logistique basse émission, etc., etc. Vous les connaissez comme moi, mais souvent ces projets ne sont pas, et c'est le cas aussi de Clermont, ne sont pas connectés, ils ne sont pas suffisamment portés. Les énergies renouvelables, on a là aussi des objectifs importants puisque notre région est vraiment une région de biomasse, hein, par ses forêts, par ses agricultures, par ses pâturages, etc. Et donc, on a un travail très important qui peut être fait là-dedans. Et dans le biogaz, c'est déjà parti. On va essayer de développer cette filière-là, tout comme celle des puits de CO2, dont je disais qu'ils sont essentiels. On ne s'y intéresse pas assez parce que nous ne serons pas, je l'ai déjà dit, décarbonés en 2050. Il faut travailler sur les puits de carbone. Et là encore, avec l'INRAE, qui est très, très fort dans le domaine, on est en train de voir comment effectivement accélérer. L'électrification frugale, je pense que c'est important, là encore, quand j'évoquais tout à l'heure la non-nécessité d'avoir des infrastructures pharaoniques au départ. Il nous faut bien sûr un certain nombre de lieux avec des recharges, mais il faut surtout aider les gens qui le peuvent en habitat individuel et les gens qui sont en copropriété à pouvoir s'équiper. Et ça, je dirais que ce n'est pas très, très, très compliqué. Et on voit arriver sur le marché quand même des offres maintenant de véhicules électriques qui sont beaucoup plus réalistes qu'elles ne l'étaient. Et quand on regarde la chaîne de coûts de fabrication d'un véhicule électrique, on doit arriver à des véhicules moins chers que des véhicules thermiques. Je conteste totalement, ayant fait moi-même des véhicules électriques chez Michelin, que l'électrique, ce soit comme le bio, c'est plus cher. C'est absolument faux. Alors, on travaille aussi donc, sur des solutions innovantes RIO, bien évidemment. Je pense à l'exploitation forestière avec les dirigeables, je pense avec des choses comme ça. Je pense aux aéronefs à hydrogène de courte distance. Je pense évidemment aux drones. Et puis, je pense bien évidemment, Hélicop nous a parlé, à la réouverture d'un certain nombre de lignes qui peuvent être faites, voire l'équipement en matériel plus léger avec des procédures un petit peu différentes. J'insiste beaucoup également sur un objectif qui est très important pour des régions de faible habitat, de faible densité d'habitat, qui est celle de la multimodalité et de la mobilité servicielle. Il est indispensable
et plus encore que dans les villes, de passer dans ces zones à une utilisation du numérique qui permette d'avancer cela. Bon, il y a des choses qui sont faisables. On a au Puy des gens qui travaillent énormément là-dessus. J'insiste également sur Orbimob et la dynamique locale et internationale en disant ce que nous faisons compte tenu de la typologie du territoire, nous voulons l'exporter. Un pôle emblématique, alors tout à l'heure, effectivement, Marc nous a parlé de Transpolis, hein, c'est un objet merveilleux, hein, mais on essaie justement sur Charade, qu'il a mentionné également, de faire en sorte qu'on ait là un laboratoire, en définitive, des mobilités territoriales progressivement. Et puis, je finis par ce qui est quand même extrêmement important pour nous, c'est de développer l'attractivité économique sur le secteur en déclarant ce territoire comme un territoire qui accueille avec bienveillance les startups, les nouveaux innovateurs, les filiales de sociétés qui existent, et pour dire nous croyons à ces technologies, donc nous voulons les développer et nous allons faire en sorte que, à la fois les institutions et je dirais les populations, et le monde académique accueille effectivement ces nouveaux arrivants avec grand intérêt. Hein, voilà. Donc, sur le slide suivant, c'est la méthode finalement qui cherche à nous distinguer. Hein, et comme je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que ce travail qui consiste à dire nous avons de disposition des solutions, elles sont complexes et elles vont rester diverses. Nous devons arriver à les mettre en application dans la mandature, donc d'ici 2027. Ça ne passera que par une grande proximité entre les acteurs institutionnels et la société civile. Voilà, société civile dont je viens bien évidemment. Donc, la mobilisation du rectorat et de l'Université Clermont-Auvergne, plus les autres écoles qui sont sur le territoire, est quelque chose qui est en train de se réaliser d'une façon assez exemplaire. On a essayé pendant une année de travailler et d'arriver à la fin de la semaine événementielle que nous avons la semaine prochaine à proposer une gouvernance légère entre tous ces acteurs institutionnels et les acteurs socio-économiques. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions travailler à partir des meilleures expériences internationales. Il est insuffisant de travailler avec des expériences nationales. La France a pris du retard et il faut impérativement aller chercher dans différents pays différents éléments dont il s'agit ensuite de les rassembler en Pleuse. Et c'est très important. Moi, j'ai connu cette situation depuis 40 ans. Je peux vous dire qu'en 2001, en Chine, la France était encore extrêmement attractive pour ces systèmes de mobilité. En 2014, ce n'était plus le cas. Nous n'existions quasiment plus. Hein, donc, ça fait quand même des choses assez brutales à se dire, mais qu'il faut avoir en tête. Et donc, rattrapons ce retard et ne tardons pas à réutiliser massivement des solutions développées. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est de miser sur des transformations rapides et frugales. Dans un milieu territorial, l'utilisation de solutions comme l'hybride rechargeable, par exemple, qui, je sais, est parfois vouée aux gémonies par un certain nombre de gens qui s'appuient sur des choses qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui sont malgré tout faibles en termes d'arguments par rapport à tout le bénéfice qui est amené par de telles technologies, par la capacité à opérer une transition vers. On ne passe pas systématiquement et facilement pour tout le monde et toutes les applications d'un système dominé par le moteur à combustion et les carburants fossiles à un système complètement électrique. Il n'est donc pas, il est assez naturel de pouvoir avoir des espaces de transition et on commence aujourd'hui à voir se développer un certain nombre d'hybrides rechargeables abordables et qui ont énormément de bénéfices en termes justement de mise en route de ces transformations, de mise en route du travail des filières amont et aval, parce qu'on ne bascule pas simplement toute une industrie du transport, des solutions anciennes, sur des solutions qui seraient totalement différentes. Voilà. Et puis j'insiste beaucoup sur la dimension de la culture, et parce que pour moi, transformer les mobilités, hein, je suis ingénieur, 40 ans que je travaille là-dessus, je me suis rendu compte que ce n'est pas la technologie qui est le point le plus névralgique, c'est la culture. Comment se projette-t-on dans un nouvel imaginaire de mobilité où l'électrique, effectivement, a pris une part plus importante, mais n'est pas à 100% là, où le covoiturage, où le copartage, où surtout la multimodalité a changé et où notre rapport, effectivement, à la pollution du transport sur la nature a effectivement augmenté. Donc, l'objectif, c'est qu'en 6 ans, l'Auvergne soit un pôle de référence dans 5 domaines. L'éducation, la recherche, comment arrive-t-on à développer tant au niveau universitaire qu'au niveau privé
un effort dans cette recherche sur les aspects dans l'expérimentation entre justement l'université et le monde socio-économique, dans l'association des citoyens. Et ça, c'est absolument clé, je crois. Et puis, le 5e domaine, c'est évidemment le développement économique. Voilà, donc on s'est fixé ces objectifs-là. Aujourd'hui, la mayonnaise a l'air de prendre. On se retrouvera en 2026-2027 pour voir si effectivement on a réussi. Mais la semaine qui va venir va nous donner l'occasion de préciser les uns et les autres sur quels objectifs très quantitatifs on se met d'accord. Et le slide suivant. Patrick Oliva. Merci Patrick Oliva. Et donc, effectivement… et si vous voulez vous joindre à l'aventure, vous êtes bienvenus. On rappelle cette grande semaine des mobilités organisée par Orbimob à travers l'Auvergne et à Clermont-Ferrand en particulier, avec toute une série de rencontres qui s'annoncent captivantes. Assez passionnantes, je crois. Oui. Voilà, oui. Et l'on trouve le programme sur orbimob.org et donc programme qu'on va retrouver également sur les pages des Sciences Po Alumni de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Voilà. Et on peut ajouter peut-être, Patrick Oliva, et avant de prendre les autres questions, il y a une réalisation, un projet que vous n'avez pas évoqué, mais que vous appuyez, je crois, avec le laboratoire INOPS 3 de Clermont-Ferrand, de l'Université de Clermont-Auvergne, qui développe des véhicules autonomes. Dites-nous, s'il vous plaît, très rapidement. Très rapidement. Effectivement, le laboratoire INOPS 3, qui est le laboratoire d'excellence de Clermont sur les mobilités innovantes et qui a développé des navettes autonomes, a commencé à mener, à poursuivre un certain nombre de tests, notamment sur l'ancienne voie ferrée qui a été réutilisée, planifiée, etc. Voilà. Et avec des navettes, effectivement, qui peuvent circuler donc, sur cette voie verte. Entre Montluçon Entre Montluçon et Nérisy-les-Bains. Voilà. Donc là, il y a un joli trajet qui est une expérimentation extrêmement intéressante et qui peut donner lieu effectivement à la réutilisation d'un certain nombre de voies ferrées ou d'autres voies dans le massif central. Et il y en a beaucoup. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, toutes ces expérimentations sur navettes sont menées également sur le site de Gergovie, dans un contexte un petit peu différent. Mais c'est effectivement, ça fait partie de ces expérimentations extrêmement intéressantes qui peuvent, là encore, c'est tout l'espoir que l'on a, conduire assez rapidement à des développements importants. Parce que déjà, des tests sur ces navettes ont été faits il y a plusieurs années. La desserte de la maternité était assurée par des navettes. À l'époque, on commençait à parler des véhicules Google et autres. Bon, il y avait déjà des choses à Clermont qui, malheureusement, n'ont pas été développées. On s'est arrêté une fois de plus à la phase des tests. Donc, on va tout faire pour que, cette fois-ci, ces expérimentations conduisent à des développements industriels. Merci beaucoup. On se tourne à nouveau vers Isabelle Delaunay parce que je crois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées en complément. Oui, je confirme. Alors, tout d'abord, je les prends par ordre d'arrivée. J'essaie de synthétiser la question d'Éric. On voit qu'il va y avoir de nouveaux besoins en électricité. Oui. A-t-on chiffré ces besoins? A-t-on chiffré le delta entre la production actuelle et les futurs besoins en électricité? Et ne risque-t-on pas une surcharge du réseau électrique? Alors, cette question, elle est très importante. Et quand j'avais eu le plaisir de présider l'exercice de la mobilité, pour la partie mobilité plus propre, j'avais organisé toute une journée là-dessus, en 2017. La conclusion était extrêmement claire. Sans aucune modification du réseau électrique d'aujourd'hui, le réseau était capable de traiter 80% des situations d'usage dans l'année d'une flotte qui aurait été complètement électrifiée. Je dis bien 80% des situations. Les situations non couvertes étant essentiellement des départs en vacances, c'est-à-dire où il y a une accumulation de véhicules qui descendent la vallée du Rhône au moment du 14 juillet ou des choses comme ça. Et là, effectivement, il y a dans le bilan qui avait été fait au moment des assises de la mobilité, il y avait un bilan très clair qui disait là, on a quelques prix, donc il faudra effectivement prévoir un certain nombre de capacités, si on doit s'acheminer vers ce schéma-là, de capacités nouvelles, voire éventuellement de centrales nouvelles, etc., pour traiter ces problèmes. De récentes discussions avec Enedis, et je vous invite donc à suivre ces débats la semaine prochaine, nous allons traiter de cette question.
Enedis va intervenir, vous savez que c'est l'opérateur sur les réseaux. Aujourd'hui, Enedis nous dit, nous sommes en mesure de traiter globalement toutes les situations. Bon, alors, je suis à la demande justement auprès d'Enedis, je leur ai demandé, pouvez-vous nous préciser ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui, qui nous permet d'avoir davantage de certitude. Mais lorsque l'on regarde les consommations énergétiques de véhicules électriques, aujourd'hui, c'est très faible. Si ma mémoire est bonne, ça doit être 2 TWh sur plus de 400 TWh. C'est 3 fois rien. Si on envisage un parc important de véhicules électriques, on va monter aux alentours des, je crois que les 10 mises sur quelque chose comme 30 TWh, il faudrait que je vérifie. Écoutez bien les sessions de travail qui auront lieu l'an prochain, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans une dynamique qui, en quelque sorte, fait exploser les compteurs. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Mais en revanche, ponctuellement, je suis à la demande, effectivement, d'informations qui permettent de dire, oui, on serait capable d'absorber toutes ces pics de puissance et autres. Voilà. Donc, je vous donne les éléments à ma disposition. Ce que je considère comme absolument sûr, ça a fait l'objet vraiment d'une journée complète de travail en 2017. C'était la conclusion de 80% des situations sont traitées. Et vous savez, quand on a un véhicule électrique, on semble, quand on regarde les médias, les choses comme ça, que l'obsession soit sur la charge rapide de très haute puissance. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est du tout ça qui se passe. En général, la charge se fait sur une prise standard de 3 kWh parce que de toute façon, ce qui est bon pour une batterie, c'est de ne pas être chargé rapidement. Moi, j'ai fait ma thèse et j'ai travaillé dans ma carrière chez Saft, donc sur les batteries, et j'ai suivi ça depuis le début. Une batterie n'aime pas être violentée et chargée trop vite. Donc, on ne peut pas présenter ça comme un mode de fonctionnement de demain. Et la majorité des usages qu'a présenté en introduction Marc, en montrant ce que sont les déplacements, amène tout simplement à se dire que dans la majorité des cas des véhicules, la recharge serait une charge lente, qui n'a pas besoin de faire tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas une criticité absolue dans le besoin de test. Voilà. Merci Patrick. Voilà, on arrive vers la fin et donc il y a encore plusieurs questions, je crois. Et puis on voudrait aussi entendre Gaël Keinec qui est avec nous, qui est président de la composante Auvergne des Sciences Po Alumni, mais qui est également directeur de la prospective de Michelin. Et Michelin, évidemment, est intéressé de très près par le développement des nouvelles mobilités. Donc, peut-être Isabelle, la question, je crois qu'il y avait une question d'Hélène aussi, d'Hélène Muscopin. Oui, tout à fait. Il y avait une question d'Hélène sur les relations entre la région et les collectivités locales, notamment avec la métropole de Lyon. Une question plus axée avec le retour à la campagne, quid de l'intermodalité et des lignes TER. Voilà, ça fait beaucoup. C'est très riche comme question, oui. Est-ce que, Margol, que vous pouvez nous répondre en 1 minute? C'est un challenge. Bon, ça va aller vite parce que je n'ai pas vraiment la réponse, mais je sais que il y a politiquement une difficulté de communication entre ces deux instances. Mais si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation avec la personne qui gère ça côté Auvergne. Ah ben pourquoi pas, oui, avec plaisir. Donc, voilà. Ça peut aider, comme je n'ai pas la réponse directement, mais je doute qu'il y a des gros échanges entre les deux. J'imagine aussi, mais ça me paraît tellement indispensable. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Merci. Alors, on va passer la parole à Gaël Keinec qui est avec nous. Gaël, Michelin, évidemment, dont tu es le directeur de la prospective, est très intéressé par ce développement des nouvelles mobilités. Alors, Gaël, je ne sais pas si Gaël m'entend, nous entend. Oui, excusez-moi, fausse manip. Oui, je disais pour le moins, c'est bon là. Évidemment, la mobilité, c'est le marché cœur de Michelin. La mobilité, alors on l'a bien couvert d'ailleurs là, ce n'est pas que la mobilité des personnes, mais Marc en a bien parlé, c'est également la mobilité des biens. Et les deux en parallèle ou en des parallèles qui se croisent parfois, font leur révolution ou doivent faire leur révolution, notamment pour répondre
à la confrontation aux limites planétaires de manière générale, et également à la densification des villes, etc. etc. Donc on suit tous ces mouvements qui ont été très bien présentés. On les suit également, donc au niveau mondial, ça bouge beaucoup, comme l'a souligné Patrick. On n'est peut-être pas dans le pays où ça bouge le plus, en fait, mais Michelin est une entreprise née en Auvergne, fière d'être auvergnate, mais une entreprise mondiale aussi, donc il y a énormément de choses qui se passent dans le monde. Sur les deux fronts, le front de la mobilité des personnes et le front de la mobilité des biens. C'est probablement même plutôt sur la mobilité des biens la mobilité des biens et également les engins de production. Il y a la mobilité non pas pour transporter, mais pour produire. Ce sont les trois grandes familles de la mobilité, donc les tracteurs agricoles, par exemple, etc. Donc ça aussi, ça évolue énormément. Et c'est la mobilité des personnes qui évolue dans le sens qui était très bien décrit, il me semble, c'est-à-dire du multimodal, c'est-à-dire l'hyper-optimisation de trajets. On a vu des sea bubbles pour utiliser l'eau, et tout cela étant coordonné grâce à la donnée, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous utilisons tous un moyen qui est un moyen qui fait tout un peu, mais rien parfaitement, c'est qui s'appelle la voiture, qui a énormément de qualités, qui a la qualité de la versatilité, etc., qui permet aussi bien d'aller au travail, de faire ses courses, partir en week-end, etc., mais pour chacun de ces trajets, ce n'est pas optimisé. Donc, on voit bien que le monde va plutôt vers une hyper segmentation des modes coordonnée, de manière coordonnée avec l'aide de la data, mais aussi en impliquant, et ça qui est très bien souligné par Patrick, beaucoup les citoyens, parce que de l'aspiration à la nouvelle mobilité, au comportement de nouvelle mobilité, il y a souvent un long chemin. Gaël, désolée de t'interrompre. Une question d'Hélène très difficile. Une question pour toi très difficile d'Hélène qui porte sur la question du revêtement des routes. Y a-t-il des recherches actuellement pour réduire les émissions faites par le bitume? Enfin, que se passe-t-il au niveau du revêtement des routes et des émissions? Il se passe beaucoup de choses. Alors là, on n'est pas forcément les mieux placés chez Michelin. On utilise la route, mais on n'est pas des asphaltiers. Mais les asphaltiers ont beaucoup de recherches pour diminuer les émissions, pour diminuer aussi le rôle parfois réchauffant du goudron, notamment dans le phénomène des puits de chaleur, qui devient un vrai problème. Donc, on va vers des asphaltes blancs, des asphaltes thermiques, ou bien aussi des asphaltes drainants. Par exemple, si on avait des asphaltes qui laissaient passer l'eau, tout simplement, on aurait moins les problèmes des épisodes méditerranéens dont on parle en ce moment, tout simplement parce que l'eau passerait, et c'est technologiquement possible. Et on aurait aussi possibilité de libérer le pneu de certain nombre d'exigences, notamment de freinage sur le mouillé, et ce faisant, il permettrait d'économiser de l'énergie. Donc oui, c'est un secteur qui est peut-être beaucoup plus technologique qu'on peut le supposer quand on en est loin. D'accord, non, parce que comment dire, c'est vrai que quand on fait un bilan carbone de la construction d'une route, voilà, c'est juste énorme, quoi. Et du coup, je me disais qu'il peut y avoir des recherches parallèles en fait entre le véhicule et le revêtement. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien, de manière très générale et sans vouloir être trop conceptuel, on voit bien que l'innovation, de manière générale et en particulier dans la mobilité, elle arrive un peu à son asymptote de l'innovation en silo. Si vous voulez, on arrive à peu près à hyper optimiser chaque élément de la chaîne, mais on est beaucoup moins bon pour optimiser son interface. Et une fois de plus, si on faisait un pneu en même temps qu'un asphalte et un asphalte en même temps qu'un pneu, chose que l'on fait beaucoup trop peu, on irait très au-delà en termes d'optimisation, de l'optimisation des deux parties séparément par l'optimisation du système. Je pense que ça se comprend intuitivement. Et c'est quelque chose vers lequel le monde va. La France n'est peut-être pas la partie du monde qui va le plus vite. C'est dommage et c'est pour ça qu'on a terriblement besoin des initiatives comme Orbimob. Merci. Bon, Isabelle, oui, pardon, mon micro a été coupé. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des questions.
Il y avait deux autres questions. Oui, François qui demandait une confirmation de chiffres. D'après World in Data, les émissions par les transports représenteraient 15,5% des émissions. Et il nous semble que vous avez cité, que l'un d'entre vous a cité un chiffre de 35%. Ouais, en effet, je citais 30%. Et ça, il faudrait regarder dans les détails qu'est-ce qui est pris en compte. C'est toujours pareil avec les chiffres. Donc, c'est difficile. Généralement, je pense que hasarde une explication qui est la France et le monde. Vous avez dû donner le chiffre de la France. Voilà, tout à fait. Alors qu'au niveau mondial, on est à 15. Ouais. Tout simplement parce que nous sommes… Voilà, mondial, c'est 15, France, c'est 30. C'est ça. Et l'explication, c'est le nucléaire. Parce que nous sommes un des très, très rares pays à avoir une électricité décarbonée et une part de nucléaire anormalement élevée. Or, le nucléaire, je ne sais pas si c'est vert, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais en tout cas, ce n'est pas carboné. Voilà. Isabelle, encore un… Oui, deux autres questions, pardon. Alors, une sur la vignette critère. Va-t-elle bientôt prendre en compte les émissions de CO2, de dioxyde de carbone? Puisqu'il y a des SUV qui sont en critère 1, ce qui peut sembler contestable. Je peux répondre. C'est une question qui laisse perplexe. J'ai eu un problème d'audition. Je n'ai pas compris de quels critères on parlait. Mais… Oui, en fait, quel critère prend réellement en compte la vignette critère? Il semblerait qu'elle ne prenne pas en compte les émissions de dioxyde de carbone, puisqu'on voit des SUV avec une vignette critère 1, ce qui peut amener à poser question. C'est toujours la même question sur qu'est-ce qu'on prend en compte. Et en l'occurrence, c'est souvent les véhicules hybrides. Et le côté hybride, aujourd'hui, baisse les critères. Voilà. D'accord. Enfin, excusez-moi, je me permets de… c'est moi qui posais la question, parce que c'est vrai que les vignettes critères ne prennent en compte que les particules fines. Elles ne prennent pas les émissions de CO2. Et donc, c'est vrai que quand on dit qu'on veut limiter la pollution des villes grâce aux zones ZFE, enfin, moi, ça me pose problème parce que on limite la pollution aux particules fines, mais on ne limite pas les émissions au gaz carbonique, quoi, qui est à l'origine du réchauffement climatique. Donc, je trouve que c'est un vrai sujet. Et là aussi, on voit que c'est le raisonnement en silo qui est certainement à l'origine de cette non prise en compte. Voilà. Et du coup, j'avais envie comme il y a plein de gens très, très érudits autour de cette table, j'avais envie de reposer la question, mais visiblement… Non, mais vous avez fait la question et la réponse. Hein. Les problèmes écologiques sont distincts les uns des autres, en fait. Quand on dit le vert, en fait, le problème de la pollution n'appelle pas les mêmes solutions que le problème du réchauffement climatique, etc. Donc, une ville, un véhicule électrique, même qui tournent au charbon, comme par exemple, c'est le cas dans les villes chinoises. Hein. Les villes chinoises sont remplies de véhicules électriques, mais ils tournent au charbon. En Allemagne, en Hongrie, c'est pareil. Voilà. Et donc, effectivement, le citoyen de la ville a atteint son objectif, respirer, c'est quand même pas une paille, mais la contribution à la décarbonisation du monde, elle, n'est pas atteinte. Alors, donc, ce n'est pas une vignette verte, c'est une vignette critère, comme son nom l'indique bien. Mais effectivement, dans le cadre de critères, et vous avez raison, madame, critères, on est sur la pollution, on est sur les produits toxiques. Le CO2 n'étant pas un produit toxique, il n'est pas un critère. C'est pour ça que dans mes critères à moi, non pas dans la vignette, je fais bien le distinguo entre les questions qui sont relatives au changement climatique, on parle de CO2, et les questions de pollution qui sont sur les NOx, les SOx, les particules fines, comme vous l'avez dit, dont les sources d'ailleurs peuvent être multiples. Et c'est très très important qu'on mette bien ces deux éléments de réflexion dans l'amélioration des choses, puisque effectivement la santé, la qualité de l'air, la qualité atmosphérique s'intéresse aux polluants, et le CO2 n'est pas un polluant au sens chimique du terme. On va conclure avec une dernière question parce que on est presque arrivé au terme de. Alors, il y avait une dernière question sur les trajets domicile-travail et que faire pour inciter les entreprises à encourager leurs collaborateurs à utiliser des vélos via, par exemple, des vélos de fonction, des vélos partagés. Quelles incitations pour les entreprises à faire utiliser ce mode doux? Moi, je pense à deux choses spontanément. Il y a maintenant la prise en compte
de la prise en charge des frais de déplacement pour les vélos. Donc ça, c'est une première étape. Et deuxième, les offres qui n'existaient pas jusqu'à maintenant commencent à se déployer. Je peux citer un exemple parce qu'on vient la semaine dernière, on a organisé le rencontre de la filière vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a eu une entreprise qui propose maintenant du leasing de vélos, de fonction. Donc, je pense avec les offres qui arrivent, ça va être beaucoup plus simple de faire recourir à ce type de solution. Et puis, il faut toujours, dans ce genre de choses, analyser les freins. On avait analysé assez finement le cas de Copenhague. Copenhague, c'est une des villes où, avec l'usage du vélo, malgré une météo qui pourrait paraître défavorable, ils ont fait une approche, ils ont réglé plein de problèmes. Ils ont décidé de régler tous les problèmes possibles. Mais celui qui a eu le plus d'impact, figurez-vous, que c'est de mettre des douches dans les entreprises. Parce que le principal frein à l'usage du vélo, y compris au Danemark, c'est d'arriver en sueur au travail. Donc, une fois que les Danois, les habitants de Copenhague leur ont dit ça, ils ont aidé, subventionné, je ne sais plus exactement comment, le fait que tout simplement on puisse se doucher en arrivant au travail, même en ayant fait une demi-heure de vélo. Donc, il faut très souvent, ces deux démarches de marketing, souvent, enfin qui s'y apparentent, analyser vraiment les freins à la consommation et les lever. Très bien. Eh bien, merci vraiment à tous les participants, participantes. Merci à Marc Golk aussi, à Patrick Oliva, à M. Richner, à Alain Richner. Vraiment, c'était une soirée très riche. Et puis, encore une fois, qui ouvre d'ailleurs magistralement sur la semaine Orbimob que l'on a évoquée et que vous pourrez retrouver sur nos sites. Donc. Et puis, je voudrais remercier aussi Julie Rousseau à Paris, chargée de communication de Sciences Po Alumni, qui a mis en musique notre soirée aussi techniquement, et qui nous a vraiment apporté un appui important. Donc, on la remercie tout particulièrement. Et donc, à de prochains rendez-vous avec les Sciences Po Alumni et avec Orbimob et avec Cara aussi certainement. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.